explosion, pauvreté, richesse, complot terroriste, violence, femme kamikaze. Comment réagit un homme lorsque la vie lui impose tout cela dans un court laps de temps? Voici la vie d'Amin Jaafari. Né en Palestine, Amin a été élevé dans une famille où son père était peintre, donc il était pauvre. Son enfance n'était pas facile, mais il a mis énormément d'efforts dans ses études en médecine, puisque son père voulait qu'il devienne docteur. Avec les résultats qu'il a obtenus, il a réussi à aller étudier en Israël avec le but de devenir médecin. Il a heureusement réussi son doctorat en médecine et par le fait même, il a demandé la nationalité israélienne pour pratiquer la médecine là-bas. Il est parti travailler à l'hôpital Ichilov. Avec le temps, il s'est spécialisé dans la chirurgie. Il était à l'époque le meilleur de l'hôpital. Un peu plus tard, il s'est marié avec Siem Jaafari, elle aussi une Israélienne d'origine palestinienne. Il s'est aussi fait des amis comme David Ronen, un haut fonctionnaire de la police qui l'avait opéré et qui sont devenus des bons amis par la suite. À l'hôpital Ichilov, Kim Yehuda y pratique également la médecine. Durant ces belles années, Amin trouvait que la vie allait super bien, jusqu'au moment où il s'attendait le moins. Siem a décidé de se faire exploser dans un restaurant de Tel Aviv, rempli de personnes. Cela a fait 19 morts, dont 11 étaient des enfants, célébrant une fête. En effet, peu après les événements, nous avons appris que Siem était bel et bien la kamikaze de l'attentat. Sur le coup, je ne voulais pas y croire, mais j'ai tout de même fini par l'accepter. Du côté d'Amin, il croyait que sa femme était partie à Kafkana, chez sa grand-mère, pour lui rendre visite. Il était supposé être revenu un jour avant l'attentat, mais Amin croyait qu'elle avait décidé de rester quelques jours de plus. Après l'attentat, les victimes se sont rendues à l'hôpital où Amin travaillait. Amin a donc soigné plusieurs blessés. Il est ensuite reparti chez lui, car il avait fini son quart de travail. Environ 4 heures après qu'il soit retourné chez lui, je l'ai appelé pour qu'il vienne à l'hôpital. Mais je lui ai cependant pas dit que c'était pour identifier un corps que je pensais qui était probablement celui de sa femme. Lors de la conversation téléphonique, il semblait très fatigué. Il m'a aussi dit qu'il avait été fouillé à plusieurs reprises lors du trajet entre l'hôpital et chez lui. Lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, il croyait que c'était pour soigner un patient, mais je lui ai finalement dit que c'était pour identifier un corps qui était probablement celui de sa femme. Le corps était carbonisé. En effet, il ne restait que la tête noircie et quelques morceaux de chair très abîmés. Lorsqu'il a vu le corps de sa femme Minette, il s'est écroulé. Le capitaine de la police, Moshe, a obtenu un mandat de perquisition pour sa maison. Et c'est là qu'on a appris à Amin que le cadavre de sa femme ressemblait beaucoup à celui d'une kamikaze. Il ne l'a pas du tout pris et ne l'a pas cru. Selon ce qu'Amin m'a raconté, les policiers se sont rendus chez lui pour effectuer le mandat de perquisition et ils l'ont interrogé. L'interrogatoire aurait duré environ 72 heures et selon ce qu'il racontait, les policiers se succédaient un après l'autre et répétaient toujours les mêmes questions. Même avant l'interrogatoire, Amin était extrêmement fatigué et les policiers lui ont obligé à rester debout durant tout l'interrogatoire. Pour quelle organisation travaillait votre femme? Elle ne travaillait pas pour une organisation terroriste. Je le répète. Étiez-vous au courant de ce que votre femme manigançait? Ma femme ne manigançait rien. Pour quelle organisation travaillait-elle? Elle ne travaillait pas pour une organisation terroriste, elle écrivait avec une victime. Je suis allé le chercher lorsqu'ils l'ont libéré. Amin était dans un état plus que lamentable et il mourait de faim. Mais il était cependant toujours convaincu que sa femme n'était pas la kamikaze. Car la première question qu'il m'a posée était « Est-ce qu'on a finalement trouvé qui est le kamikaze ?» De plus, lorsque je lui ai demandé s'il allait payer le CNAS, amende pour récupérer sa femme, il m'a répondu encore une fois que sa femme n'était pas la kamikaze
Il était très fâché que je lui dise cela. Le lendemain, je l'ai retrouvé dans sa baignoire endormi. Je l'ai aidé à se réchauffer et j'ai dû partir puisqu'il fallait que j'opère des patients à l'hôpital. Durant ce temps, Amin voit deux adolescents ouvrir la grille de devant sa maison. Il voit aussi que son terrain a été vandalisé par des images de l'attentat. Il sort dehors pour leur demander de s'en aller, mais il est trop tard, puisqu'il est encerclé de personnes qui décident de le battre. Peu après qu'il se soit fait battre, je le vois jonchant dans l'allée de sa cour ensanglanté. J'ai donc décidé de l'emmener dans un dispensaire pour qu'il se fasse soigner, puisqu'il ne voulait pas aller à l'hôpital. Il était blessé au genou et avait un traumatisme dans le poignet. Ensuite, j'ai décidé de l'accueillir chez moi durant le temps que tout se calme. Peu après cela, Kim emmena Amin chez son grand-père près de la plage. Après être parti de là-bas, Amin reçut une lettre de sa femme, lui signant qu'il avait été bel et bien la kamikaze de l'attentat. À partir de ce moment-là, il accepta le fait que sa femme se soit fait exploser dans ce restaurant. Celui-ci remarqua que la lettre avait été envoyée de Bethléem et il décida d'y aller. Maintenant qu'il savait que sa femme était la kamikaze, Amin voulait à tout prix aller à Bethléem afin de comprendre les motifs de Siem pour commettre un tel acte. Rien n'aurait pu lui empêcher, car malgré les nombreux avertissements, Amin avait décidé d'y aller. Il soupçonnait que sa femme ait été chez sa sœur de lait, Leila. Il a fait beaucoup de bruit lorsqu'il est venu à Bethléem. Il cherchait des réponses sur sa femme que je ne pouvais lui donner sans risquer ma vie. De plus, son entêtement à vouloir parler au Cheikh Marwan l'a rendu encore plus dangereux. Nous sommes allés jusqu'à le soupçonner d'être un espion israélien. Aveuglé par sa colère, Amin persista et réussit enfin à rencontrer l'imam qui lui lance un avertissement. Il doit retourner le plus vite possible à Tel Aviv. Et s'il avait le malheur de revenir en Palestine, il sortira de nombreux problèmes et ennemis, et mettra en péril ses proches. C'est donc avec peu de résultats qu'Amin retourne voir Kim, qu'il attendait chez son frère Benjamin. Lorsqu'Amin est arrivé, il était extrêmement fatigué et mourait de faim. Il a donc pris une douche et ensuite nous avons commencé à manger. Au moment de commencer le repas, le voisin de mon frère a étrangement cogné à la porte. Il a demandé à voir Benjamin. Et lorsque je lui ai dit qu'il était sa sœur, il est resté perplexe et il est parti. Peu après, le même voisin est revenu avec un policier et il nous a demandé nos papiers, à Amin et à moi. Ensuite, il a prétexté qu'il était un ancien ami de mon frère, mais il disait des choses qui n'étaient pas arrivées à mon frère. Après cet événement étrange, Amin retourna chez lui. Cependant, quelques jours plus tard, en parcourant les albums souvenirs de Siem, Amin remarqua que sur 2 photos prises il y a peu de temps, une à la mosquée d'enfance de sa femme et une autre à Nazareth, Adèle s'y retrouve les 2 fois, avec la même voiture rouge et le même garçon avec son chiot. Amin part aussitôt à Kafkana, chez la grand-mère, pour tenter d'en savoir plus. Grand-mère étant à l'hôpital, c'est avec Abbas, son neveu, qu'Amin va discuter de ses doutes. Malheureusement, Abbas est du même avis qu'Amin, puisqu'il a reconnu le garçon sur la photo dans les bras de Siem. Frappé par cette découverte, Amin tombe dans une profonde dépression. Pendant presque d'une semaine, Amin dormait le jour à l'hôtel et allait se saouler dans les bars la nuit. Même qu'un soir, il a été impliqué dans une bagarre et la police a dû l'emmener. Lorsque je suis allé le chercher au poste de police, il
Il était très désagréable, même si je lui répétais que moi et Kim, nous faisions beaucoup de soucis pour lui. Il m'a aussi fait part de ses intentions. Il voulait aller à Janin voir Adèle. J'ai amené mon cousin Amin chez mon autre cousin Khalil à Janine, puisque celui-ci aurait hébergé Adèle. Cependant, lorsque nous avons cogné à sa porte, personne n'a répondu et ses voisins nous ont affirmé qu'il serait parti quelques heures plus tôt à Nablus. J'ai donc laissé Amin dans une auberge en attendant le retour de Khalil. Après 2 jours passés à Janin, à l'auberge, Khalil envoyait quelqu'un chercher Amin. Ensuite, celui-ci rencontra un chef d'organisation terroriste qui le prend pour un membre de Shin Bet, le service de sécurité intérieure israélien. Et il l'enferme dans une cave sans lumière et sombre pendant près d'1 semaine. Les terroristes cherchent à le faire craquer pour qu'il développe sa haine et comprenne la frustration des Palestiniens. Pour ce faire, durant 2 jours, ils conduisent Amin près d'un rocher ensanglanté et lui mettent le pistolet sur sa tombe et le menacent de l'exécuter sans cependant le faire. Pendant 6 jours, Amin est une fois de plus enfermé dans le noir de la cave. Et plus personne ne viendra lui rendre visite. Finalement, un commandant rentra dans sa prison. Il lui donna un revolver et demanda à Amin de l'exécuter. Mais celui-ci ne broncha pas. Il est chargé, descends-moi, cet endroit. Après tu seras libre. Je refuse. Je ne sais pas si ça a marché, mais je voulais te faire vivre la haine que vivent les Palestiniens quotidiennement. Maintenant tu sais pourquoi nous prenons les armes et nous faisons des sacrifices comme ta femme a fait. Par la suite, à la demande de son grand-oncle Omer, Amin s'est rendu à la maison du patriarche, où certains membres de sa famille s'étaient réunis. À la suite des retrouvailles familiales, Wissam, le petit-fils d'Omer, chargea sa voiture d'explosifs et fonça sur un poste de contrôle israélien. À la suite de cet acte terroriste, malgré le refus d'Amin et des autres membres de sa famille, les autorités israéliennes prenèrent possession de la maison du patriarche et décidèrent de la résoudre ensemble. Cet événement a bouleversé plusieurs personnes, dont la petite fille Omer, Fatin, qui s'occupait de celui-ci depuis longtemps dans la maison du patriarche. Son âme s'était envolée avec la maison. Fatin décida de se rendre à Janin. Lorsqu'Amin apprit la nouvelle, il comprend tout de suite qu'elle se rendait là-bas pour parler avec le cheikh Marwan en vue de commettre un attentat suicide. Finalement, Amin alla à la prêche du cheikh Marwan afin de trouver Fatin et afin de la dissuader d'accomplir un possible attentat. Mais la mosquée étant remplie de personnes, elle fut visée par un drone israélien. Il ne fut malheureusement pas épargné. Amin était un grand ami et un grand chirurgien. Sa fin de vie ne reflète pas ce qu'il était et ce pourquoi il était apprécié et reconnu. C'était un homme incroyable et malheureusement, un seul événement a bouleversé son existence. Il ne méritait pas un tel sort. Peu après cela, Kim amena Amin à la fin. Le lendemain, je l'ai retrouvé dans sa baignoire endormie. Le lendemain, je l'ai... Et... What? Tu l'as quoi? What? Sûr? Qu'est-ce que t'as fait avec Alexandre? Oh my god! T'es-tu sérieux?
Le lendemain, je l'ai retrouvé dans cette canne. Cut! Et mettra en péril ses proches. Si donc, avec peu de résultats, Camille retourne voir Kim, qui l'attendait chez son frère Benjamin. Salut Félix! Hey, qu'est-ce que c'est? Il est chargé, descends-moi, c'est ton droit.